Il est 18h30 sur Via Sophie, la spéciale élection américaine continue. Il est l'heure d'un point sur l'actualité. Et c'est avec Candice Conchois. Bonsoir Candice. Bonsoir Valérian, bonsoir à tous. On commence avec les élections américaines. Joe Biden, le candidat démocrate, est enfin vainqueur. Après plusieurs jours de dépouillement dans les différents États, c'est finalement Joe Biden qui a été élu l'heureux président américain. En remportant la Pennsylvanie et le Nevada, le démocrate a atteint la majorité des 270 grands électeurs. Les élections ont cependant connu un taux de participation record, estimé à 66,9%. Lors de sa première conférence en tant que président, Joe Biden a affirmé que le refus de la défaite par Donald Trump ne l'empêcherait pas de prendre place à la Maison-Blanche en janvier. En effet, Donald Trump s'était déclaré vainqueur le soir même de l'élection. C'est une fraude sur le public américain. C'est un embarras pour notre pays. Nous nous préparions à gagner cette élection et franchement, nous avons gagné cette élection. Donald Trump, quant à lui, se fait discret. Il n'est sorti que 2 fois de la Maison-Blanche depuis le jour de l'élection, pour aller jouer au golf durant le week-end, près de Washington, sur l'un de ses parcours préférés. Néanmoins, il multiplie les messages sur Twitter pour relayer ses accusations de fraude électorale. Aujourd'hui, le résultat de cette élection semble être intégré par toute la population américaine, comme pour tous les dirigeants mondiaux qui ont chacun félicité le nouveau président. Joe Biden s'est même entretenu avec Emmanuel Macron par téléphone. Revenons en France avec une contestation de l'ouverture des écoles. Le mardi 3 novembre, des lycéens se sont rassemblés et ont bloqué une dizaine de lycées parisiens pour protester contre le protocole sanitaire qui paraît à leurs yeux insuffisant dans leur établissement. Plusieurs affrontements avec les lycéens et policiers ont éclaté, où plusieurs lycéens ont été gazés. Plusieurs rassemblements ont eu lieu dans la semaine dans d'autres régions de France. Après ces nombreux différends, de nouvelles mesures d'adaptation sanitaire ont été mises en place afin de limiter le nombre d'élèves présents en même temps au sein d'un établissement, en alternant 50% d'enseignement distanciel avec 50% de présentiel. Il y a aussi l'annulation des épreuves communes, les E3C, qui sont remplacées par le contrôle continu. Toutes ces mesures ont été annoncées par le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Chères lycéennes, chers lycéens, en raison des circonstances sanitaires très particulières, nous devons prendre des mesures d'adaptation. D'abord sur le plan sanitaire, en permettant à chaque lycée d'avoir son organisation propre, notamment pour limiter le brassage d'élèves. Et deuxièmement, pour l'aménagement des épreuves du baccalauréat, aussi bien le contrôle continu que les enseignements de spécialité, pour vous permettre de bien préparer et de bien réussir en toute sérénité. Justement, un hommage national a eu lieu le lundi 2 novembre. Tous les élèves de France ont rendu hommage à Samuel Paty, professeur d'histoire et de géographie, assassiné le 16 octobre pour avoir montré des caricatures du prophète Mahomet à ses élèves. Une discussion sur la liberté d'expression et une minute de silence ont été observées dans chaque établissement. La lettre aux enseignants de Jean Jaurès a d'ailleurs été lue. Tout au long du mois de novembre, des temps de réflexion seront organisés dans les lycées et les collèges, notamment dans les cours d'éducation morale et civique. Une journée de la laïcité aura lieu le 9 décembre prochain. De nouvelles découvertes pour la tech. L'entreprise américaine OpenAI, créée par Microsoft et Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX, a conçu un robot doté d'une très grande capacité intellectuelle. Il peut écrire de la poésie, traduire des textes ou calculer. Il y a cependant quelques problèmes. Cette machine consomme énormément, ce qui va pousser les ingénieurs à travailler davantage dessus. Également dans la recherche scientifique, les Britanniques ont annoncé le démarrage de leur réacteur à fusion nucléaire. Cette façon de créer de l'électricité est bien différente par rapport à notre technologie. En France par exemple, nos réacteurs nucléaires sont à fission. Avec la mise sous tension le 29 octobre de son réacteur, le Royaume-Uni franchit une étape de plus vers l'énergie à fusion nucléaire. Elle est plus efficace, non polluante, moins exigeante en matériaux, la fusion nucléaire a tout pour plaire. Avec la pandémie, les librairies et musées ont-elles été victimes de cette crise? Seuls des commerces considérés comme essentiels peuvent laisser leurs portes ouvertes. Cependant, les librairies considérées comme des commerces non essentiels n'échappent pas à la fermeture, malgré la mobilisation de leur milieu. Ainsi, elles ont été dès lors priées de fermer leurs portes à partir du 30 octobre. En fonction de l'évolution de la situation sanitaire, leur cas pourrait être réexaminé
mais dans seulement 2 semaines. La fermeture des librairies a ensuite engendré l'interdiction aux hypermarchés, supermarchés et aux maisons de la presse de vendre des livres. Tout cela a provoqué un torrent de critiques. Pour apaiser cette fureur, des ventes leur ont été autorisées, telles que le click and collect, ce qui devrait au maximum assurer 20% de leur chiffre d'affaires effectué en temps normal. Nous terminons ce flash avec Alain Rey, célèbre linguiste et décédé à l'âge de 92 ans. Il était l'un des principaux maîtres d'œuvre du dictionnaire Le Robert, pour lequel il a travaillé de nombreuses années. Nous écoutons une musique de Squeezie et Big Flo et Oli, où le linguiste avait échangé quelques paroles avec eux. D'inanition. Mais je veux chiller avec mes hey. J'aime pas trop les hipsters, je préfère ceux qui me disent « Oh mon hey, t'es le sang. » Ça, c'est peut-être pas du freestyle. Merci Candice pour le flash. Via Sophie. Et maintenant, nous aimerions interviewer Marc Copin et Laurent Buchard. Ils sont encore au lycée. Je mets en route le programme de téléportation. Ils seront au studio dans quelques secondes. Attention, téléportation activée. Nous recevrons aujourd'hui Marc Copin et Laurent Buchard, professeurs d'histoire et de géographie au lycée Sophie Berthelot de Calais. Bonsoir. 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 Dans le contexte des élections américaines, nous avons voulu ouvrir ce sujet à différentes visions pour mieux comprendre ce scrutin. Avec l'élection de Donald Trump en 2016, les États-Unis ont basculé dans un autre univers qui ressemble davantage à une télé-réalité dans laquelle le président se met en scène au quotidien, surtout sur Twitter. On voit depuis quelques mois des émeutes qui deviennent de plus en plus récurrentes. Il y a eu beaucoup de manifestations des Black Lives Matter, mouvement qui milite contre le racisme envers les Afro-Américains, et ce à la suite de la mort de George Floyd, cet Afro-Américain asphyxié par des policiers blancs à Minneapolis, dans le nord des États-Unis. Il y a eu un climat très hostile actuellement dans le pays. Certaines villes sont en proie à des émeutes à répétition entre des jeunes Afro-Américains et la police. À Washington DC, la ville s'est d'ailleurs barricadée à la veille du vote, par peur du pillage en masse. Y a-t-il des risques que ces élections tournent au pugilat ? Pugilat, c'est peut-être un mot un peu faible, peut-être. Je pense plutôt à des risques d'émeute que de pugilat, peut-être. Ouais. Surtout que Trump a refusé une passation de pouvoir pacifique. Bon, il avait prévenu aussi lors de son élection que si Hillary Clinton l'emportait, il n'accepterait pas facilement la défaite. Donc là, c'est là que vient en partie le problème, c'est que c'est un président qui tient pas de message de rassemblement et qui, au contraire, c'est un président qui est particulièrement clivant, et c'est ça sa particularité aussi à Donald Trump. Clairement, oui, la société américaine actuelle est très très clivée, hein, et le fait qu'il a annoncé il y a peu que, je le cite, la seule manière pour nous de perdre l'élection, c'est si elle est truquée. Je veux dire, d'entrée de jeu, il annonce qu'il ne peut pas perdre et donc il n'accepte pas l'issue démocratique d'un scrutin, ce qui est quand même gênant de la part de ce qu'on appelle la première démocratie du monde, quoi. Et quels sont justement les enjeux de ces élections pour cette année ? En fait, pour moi, un des premiers enjeux, c'est comme ça que je le vois, c'est que... Alors, le problème, c'est que souvent, quand on parle des États-Unis, et de l'élection aux États-Unis, on oppose très facilement le bien et le mal. Et donc, c'est peut-être aussi avec les médias qui aiment bien mettre en scène, scénariser, hein. Mais moi, je dirais l'enjeu pour nous, en tout cas, ce serait d'essayer peut-être de mieux comprendre les États-Unis plutôt que de les juger. En fait, je pense que Trump, c'est pas forcément la cause de tous les problèmes, dans le sens où, je m'explique, je suis pas pro-Trump, hein, mais si on essaie d'analyser, en fait, c'est un président qui est, pour aller vite, on pourrait le qualifier de populiste, c'est-à-dire que dans le sens où il essaie de trouver des réponses simples, voire même simplistes, très très simplistes, à des problèmes souvent compliqués. Et c'est ce qui plaît justement à l'électorat, une partie de l'électorat américain, c'est que c'est un président qui semble, en tout cas, même si
quand on creuse, c'est plus compliqué que ça, mais qui semblent répondre à une partie de leur attente. Mais est-ce que justement, les élections, quand on est président maintenant, c'est plus faire de la communication, jouer sur les réseaux sociaux, que faire vraiment de la politique? C'est ce qui s'est passé avec Donald Trump réellement. Ah oui, là, c'est clairement un champion de la communication. On connaît tous ses tweets, ses liens particuliers avec Twitter, sa façon de répondre très très rapidement. Mais je pense que pour rejoindre ce que disait M. Bouchard, c'est qu'on connaît mal effectivement les États-Unis. On a une tendance à juger, nous, en Europe, à vouloir comparer le système américain au nôtre. J'ai vu récemment qu'un sondage aux États-Unis disait que ce qui intéressait le plus les Américains, c'était l'économie. Et ensuite, la crise du coronavirus. L'économie, suite à la première vague, il y a eu près de 40 millions de chômeurs. Et clairement, les Américains, ils ont envie de voter pour celui qui leur promet des emplois. Pas celui qui va vous parler du climat, etc. Donc ça, c'est un enjeu qu'il ne faut surtout pas oublier. Nous, on a une tendance à retenir, j'entendais encore ce matin la réaction d'élèves, anti-Trump, il faut bien le préciser, que voilà, les accords de Paris sur le climat leur paraissaient essentiels. Ce n'est pas, je pense, la priorité d'un électeur américain aujourd'hui. Mais de toute façon, Donald Trump l'a répété, c'est Make America Great Again. Ça veut dire on pense vraiment qu'à l'Amérique, on oublie le reste du monde. Et c'est pour ça que des électeurs républicains qui travaillent dans le secteur industriel sont plutôt intéressés par Donald Trump que Biden, parce qu'il va leur apporter plus de sécurité sur leur emploi. Alors que Biden, par exemple, pour l'extraction, il me semble, du gaz en Amérique, Biden veut arrêter la nouvelle parcelle, mais garder cependant les parcelles existantes. Mais du coup, les électeurs républicains, ils sont complètement contre Biden, ce qui pourrait détruire leur emploi. Alors Trump, en fait, joue là-dessus, c'est ça qui est assez compliqué. Mais donc, Trump, c'est plutôt... il va plutôt vouloir garder donc, les emplois en contrepartie de ne pas penser du tout au climat. Et c'est assez grave, quand même. Oui, mais qu'est-ce qui intéresse l'électorat américain? Qu'est-ce qui intéresse un Texan? C'est son Texas, déjà, avant les États-Unis. Donc le climat mondial, je pense que ça ne l'intéresse pas. Mais je pense aussi, moi, quelque chose qui m'a marqué, vous avez évoqué tout à l'heure George Floyd et toutes les violences policières et les émeutes qui ont suivi. Regardez les réponses que proposent les deux candidats. Vous avez Trump qui... la loi et l'ordre, c'est une réponse très, très sécuritaire. Hein. Tout à fait. Hein. Et alors que Joe Biden, par exemple, pour essayer de répondre aux inégalités sociales, aux inégalités raciales, a proposé récemment que l'université soit gratuite pour les plus pauvres. Soit ça voudrait dire que 90% des latinos, des noirs américains pourraient avoir un accès à l'université. On n'est pas du tout dans le même ordre de réponse, quoi. Hein? Ils sont, finalement, Trump, c'est vraiment... Il est comme assez raciste, on va dire, sur les bords, alors que Biden pense plutôt, il a dit dans les débats, il pense plutôt à l'unité de la nation, alors que Trump, c'est plutôt la division. Ils l'ont dit dans le débat assez souvent. Et on a également, pour cette interview, deux questions d'élèves de spécialité histoire, Maya Legris et Yacoub Saïd, pardon. Je propose d'écouter d'abord la question de Maya. Bonjour, je m'appelle Maya Legris. Pensez-vous que les résultats de l'élection auront des répercussions sur celles d'autres États ou même sur les autres pays? Alors, je pense que c'est évident qu'il y aura des répercussions parce que avec le slogan de Donald Trump, America First, les Américains pratiquent une politique unilatérale, c'est-à-dire qu'ils décident en fonction de leur seul intérêt. Ils vont imposer des discussions commerciales avec la Chine, avec l'Union européenne, dans leur intérêt. On a vu par exemple les discussions sur le nucléaire avec la Corée du Nord, avec l'Iran. Les États-Unis décident seuls, sans prendre en compte le point de vue de leurs alliés, sans prendre en compte le point de vue de l'ONU, c'est-à-dire des institutions internationales. Il a d'ailleurs quitté beaucoup d'organisations cette année. Oui, l'OMS notamment. Et c'est ça qui est attendu aussi à travers l'élection
Biden, c'est que les États-Unis retrouvent leur rôle, ou en tout cas leur place dans des institutions, dans des organisations internationales qu'ils ont eux-mêmes créées et qui assuraient, alors pendant très longtemps, qui ont assuré un certain équilibre, ou en tout cas un fonctionnement traditionnel. Alors, donc évidemment l'ONU, l'OMC, pardon. Donc, ce qui est attendu aussi, et pour rejoindre tout à l'heure la question sur l'enjeu, c'est ça. Est-ce que les États-Unis, si Joe Biden est élu, vont reprendre une place traditionnelle dans les grandes organisations internationales et vont se soucier un petit peu plus de leurs alliés et quitter peut-être une politique trop unilatérale, ou en tout cas peut-être même un désengagement de la part de Trump, qui est intéressé par des soucis plus nationaux qu'internationaux souvent. Ouais, clairement, puisque là on peut dire vraiment le partenariat transatlantique, qui était quand même le partenariat de base, lié à l'histoire des États-Unis. On voit même l'OTAN, qui est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, Trump cherche à s'en désengager en disant aux Européens, défendez-vous vous-même. Donc oui, clairement, ça aura des répercussions sur d'autres États. Mais est-ce que Biden réussira, lui qui est plus pour une politique multilatérale, est-ce qu'il réussira à restaurer la crédibilité des États-Unis sur la scène internationale ? C'est pas évident, parce que clairement, Trump a fait quand même en sorte que les relations soient tendues avec de très nombreux pays. Et c'est ce qui aussi surprend dans certains Américains, c'est que, et qui désole surtout certains Américains, c'est que les États-Unis ont toujours soit fasciné, soit repoussé, soit fait peur. Et là, il y a un nouveau sentiment qui se dégage dans la population américaine, c'est que les États-Unis font un peu de la peine et font pitié, parce qu'ils donnent une image très, très déplorable. Alors là, on parle d'image, mais c'est un symbole et c'est quelque chose qui est important. Donc, oui, l'élection, elle est importante aussi pour ça. Oui, j'ai le souvenir lors de l'élection de Barack Obama, après 2 mandats de George Walker Bush, d'avoir un Américain qui répond à une journaliste française et qui dit « Le monde va nous aimer enfin à nouveau ». Et j'ai l'impression que c'est un peu pareil, quoi. Aujourd'hui, si Biden est élu, il y a plus de chances que le monde se réjouisse. C'est mon sentiment. Aussi, je voulais revenir sur la question rapidement des risques de pugilat. Si effectivement il y a des émeutes et que Trump tente par je ne sais quel moyen de rester au pouvoir par la violence, c'est quel genre d'autorité extérieure viendrait pour régler le problème ou pour un peu apaiser le conflit? J'ose espérer que ça ne serait pas par la violence, même si les ventes d'armes ont augmenté de manière spectaculaire. Mais apparemment, ce serait plus une bataille juridique, une bataille d'avocats dans les 2 camps. Déjà, on se prépare pour recompter, comté par comté, justement, dans chaque État. Ils se sont un peu mieux préparés par rapport à l'élection de 2000, où ça avait été aussi assez compliqué. Oui, où il y avait un recomptage des Floride votes, notamment, en Floride notamment, et ça avait donné lieu à une bataille juridique. Mais c'est vrai que les images vues récemment du bus de Joe Biden entouré par des 4x4, enfin des pick-up républicains, armés avec des hommes armés, ça inquiète un peu, quoi, nécessairement. Et ensuite, on passe à la question de Yacoub. Yacoub Saïd, de la première G6. Est-ce qu'il y aura de la corruption dans les élections américaines? Question très simple, mais que beaucoup d'élèves, beaucoup de gens se posent. C'est, je pense, est-ce qu'il y aura de la corruption déjà, mais sous quelle forme et comment est-ce qu'ils vont y réagir? Alors de la corruption, je ne sais pas, je ne pense pas, mais dans le sens où moi je vois plutôt le danger, c'est plutôt celui de la fraude électorale. C'est le grand débat qui a eu lieu pendant ces élections, c'est le problème du vote par correspondance. Et ça, c'est un enjeu particulier parce que il y a des suspicions de fraude, de boîte aux lettres, puisque le système autorise donc l'envoi par courrier postal, et donc des boîtes aux lettres qui seraient pillées ou détruites, ou alors plusieurs des falsifications de bulletins de vote. Et donc c'est là aussi où ça peut poser problème. Justement, Trump l'a clairement dit, c'est que s'il devait contester l'élection, c'est
en partie aussi à cause de ce vote par correspondance, même si c'est quelque chose qui a existé depuis longtemps. En fait, les États-Unis, c'est un pays qui est très étendu, il y a plusieurs fuseaux horaires. La densité de population, elle est peu élevée, ça va être quelque chose comme 30 habitants au kilomètre carré, ce qui fait que pour se déplacer jusqu'au bureau de vote, c'est pas toujours évident. Donc, en plus, la période du Covid fait que le vote par correspondance est plus pratique. Donc là, il va être sans doute plus important que dans les autres élections. On pense à 100 millions, environ 100 millions de votes par correspondance, alors que certaines années, on était aux alentours de 30 millions. Donc c'est vrai que plutôt que le terme de corruption, je pense, comme tu l'as dit, le terme de fraude éventuellement. Et comme on avait soupçonné également lorsque de fraude vis-à-vis du vote via Internet, est-ce qu'il y aurait eu manipulation, etc. Ça, c'est aussi une question. Mais le vote par correspondance, apparemment, peut être dans certains États, le résultat ne peut être là que dans 2 jours. 2 ou 3 jours même. Donc, Et en plus, comme les États-Unis, c'est un État fédéral, les règles du vote par correspondance sont très différentes d'un État à un autre. Certains l'acceptent, l'autre non. Donc il y a aussi cet aspect-là à avoir en tête. Est-ce que finalement, le système de vote américain, il n'est pas obsolète finalement par rapport maintenant? Je sais pas. Alors dans le sens où le vote électronique n'est pas, enfin en tout cas par Internet n'est pas, mais dans quelle démocratie, en France en tout cas on n'est pas prêt de le faire. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'il y a une élection présidentielle, mais il y a aussi d'autres élections qui ont lieu en ce moment. Il y a les gouverneurs, il y a aussi les shérifs, il y a les procureurs. Donc ça donne lieu, c'est un jour d'élection présidentielle, mais pas seulement. Mais après, c'est le système américain où il y a l'État fédéral, chaque État, ça. Et ça peut amener quand même à certains problèmes, parce que les États ne sont pas finalement égaux sur les façons de voter. Il y a beaucoup de problèmes. Et donc c'est ça, le système finalement devrait peut-être être amélioré pour... C'est vrai que nous, en France, on n'apporte pas grand crédit à un vote indirect, un scrutin indirect. On le voit avec le Sénat. On pourrait imaginer effectivement un vote au scrutin, enfin un vote direct pour le président. Mais comme l'a dit M. Bouchard, il ne faut pas oublier que les Américains votent pour tout. Ils vont désigner le shérif, ce qui pourrait, pour nous, c'est inconcevable quand on désigne le commissaire de police. Ils vont voter pour des juges, ils vont voter... Et qu'ils ont aussi, au niveau du système fédéral, il y a déjà dans chaque État un gouverneur qui est élu, il y a un congrès qui est élu, etc. Ce n'est que, entre guillemets, l'État fédéral pour lequel on vote. C'est pour ça, d'ailleurs, on ne l'a pas dit depuis tout à l'heure, mais le taux de participation n'est pas énorme, ce qui peut surprendre. Mais tous les Américains ne sont pas intéressés par l'État fédéral et par la vue internationale. Pour eux, je veux dire, comme je disais tout à l'heure, un Texan va être intéressé par son Texas. Et pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que regarder les élections américaines avec notre vue, notre vision, notre prisme là, français, ça n'a pas beaucoup de sens. Et le système électoral américain, c'est le fruit d'une histoire, d'un équilibre, l'équilibre entre les États selon la population aussi des États. Et donc on a du mal à le comprendre, mais c'est le fruit d'une évolution lente. Et donc changer le système électoral américain, je n'ai pas vu d'actualité là-dessus. Je n'y crois pas. Non. Oui, et donc est-ce que ce problème ne viendrait pas du fait que la Constitution américaine date et qu'elle devrait être mise à jour avec... Elle est mise à jour à travers les amendements. Oui. Mais ils ne modifieront jamais le texte de leur Constitution, qui est un texte sacré, j'ai envie de dire. Mais ils amendent, ils ont quand même aboli l'esclavage. Même si, mais je ne sais pas combien de amendement on est aujourd'hui, mais il y a quand même l'évolution de la société, on la retrouve quand même dans les amendements. Alors c'est sûr que nous, en plus, avec nos 5 républiques, nos multiples constitutions, nos multiples tentatives, ou en tout cas expériences politiques, on regarde ça un petit peu bizarrement, mais non, c'est le fruit d'une histoire américaine et d'une tradition, mais aussi d'amendements qui viennent modifier cette constitution.
Eh bien, merci beaucoup à vous, Monsieur Laurent Bouchard et Monsieur Marc Copin, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Eh bien, merci à vous. Merci à vous. Ce fut très, très intéressant et très instructif pour tout le monde. Je pense qu'il y a plein d'élèves qui sont contents d'avoir l'avis de professeurs. Et bien, nous verrons ce que tout cela donne dans les prochains jours. Très bien, merci. Marquons une pause musicale avec Alan Aventure qui va nous faire découvrir le passé du guitariste Eddie Van Halen. Bonjour à toutes et à tous. Eddie Van Halen, guitariste et fondateur du célèbre groupe de hard rock Van Halen, est décédé à 65 ans d'un long combat contre un cancer de la gorge le 6 octobre dernier. Eddie Van Halen a marqué toute sa génération et bien d'autres encore. Il est vu comme l'un des guitaristes les plus virtuoses du monde et a connu un succès mondial dans les années 80. Petit, Eddie émigre des Pays-Bas aux États-Unis en 1962. Lui et ses frères baignent tout de suite dans l'univers musical, son père étant saxophoniste et clarinettiste. Il commence d'abord par la batterie et ses frères par la guitare, mais va très vite abandonner cet instrument pour se mettre à la guitare, tandis que son frère Alex, lui, va se mettre à la batterie. Son jeu de guitare est majoritairement influencé par le guitariste Eric Clapton du groupe Cream, mais il développe rapidement un son et une technique de jeu unique due à sa virtuosité extraordinaire, notamment avec le tapping qu'il va mettre en avant. Le tapping étant une technique où le guitariste joue avec ses deux mains sur le manche. Il forme donc le groupe The Space Brothers, qui deviendra par la suite Van Halen, composé d'Eddie à la guitare, son frère Alex à la batterie et Mark Stone à la basse. Le groupe change plusieurs fois de composition dans les années pour au final être composé d'Eddie et Sammy Hagar à la guitare, Alex à la batterie, David Lee Roth au chant et Wolfgang Van Halen, le fils d'Eddie, à la basse. Le groupe commence à se faire remarquer en 1976, notamment par Gene Simmons du groupe de hard rock Kiss. Ils décident de financer leur première cassette démo qui donnera des paroles inachevées ou différentes des premières chansons de Van Halen. Cependant, la direction de Kiss ne signa pas avec le groupe. C'est avec Mo Ostin, un exécutif de chez Warner Bros, que le groupe signe. Ted Templeman deviendra le premier producteur du groupe et leur proposera avec Mo Ostin d'enregistrer une démo de 25 chansons dans lesquelles ils en piocheront 9 pour en faire leur premier album. Il sort en février 1978 sous le nom de Van Halen, qui est un condensé de ce qu'est Van Halen musicalement, avec des morceaux comme Éruption ou des reprises comme Ice Cream Man ou bien You Really Got Me. Dedicate one to the ladies. Sometimes a babe needs something to keep you cool. Now sometimes a babe needs something to keep you cool. Le succès ne se fait pas attendre car le 10 octobre 1978, l'album est certifié platine et exactement 2 mois plus tard, le groupe rentre en studio pour enregistrer l'album intitulé Van Halen 2, sans grande différence avec le premier album. Il sort en mars 1979, dans lequel il figure Dance the Night Away, leur premier tube. L'album ne mettra que 2 mois à être certifié disque de platine. Ensuite, pendant 4 ans, le groupe enchaîne albums et tournées, passant par l'Europe et le Japon. C'est d'ailleurs pendant ces tournées que le groupe développe une attitude barbare en saccageant la plupart des hôtels où il descend. Eddie Van Halen connaîtra des hauts et des bas avec son groupe tout au long de sa carrière, mais cela ne l'empêchera pas de sortir des tubes mondiaux comme Jump, qui fut utilisé comme musique d'entrée pour l'Olympique de Marseille, dont voici un extrait. Van Halen a aussi enregistré des parties de guitare pour d'autres artistes comme Michael Jackson sur son album Thriller, plus précisément sur le morceau Beat It, qui sera numéro 1 des classements musicaux, mais dont Eddie ne demandera aucune rémunération, prétextant qu'il l'a fait de bon cœur. Pour conclure cette chronique, de nombreux artistes comme John Mayer, Tom Morello ou même des stars comme Mark Hamill, une figure de la saga Star Wars, lui rendent hommage sur les réseaux sociaux. Eddie Van Halen
laisse une trace indélébile dans le monde de la musique et continuera d'inspirer de nombreux musiciens. On termine sur donc l'extrait de leur premier tube, Dance the Night Away. Merci Alan pour cette chronique, on marque une pause sur Via Sophie, on se retrouve dans quelques instants. Mais qu'est-ce que tu fais encore sur ton téléphone? Mais papa, j'écoute le nouveau podcast de Via Sophie. C'est quoi Via Sophie? Via Sophie, c'est la radio de Berthelot. Grâce à leur podcast, j'apprends plein de choses sur l'actualité lycéenne et mondiale. En plus, ça se passe dans mon lycée. Via Sophie, la web radio du lycée Sophie Berthelot de Calais, à écouter sur Spotify et Apple Podcasts. Écoute sans obligation d'achat à partir de Spotify et Apple Podcasts. Attention, nous ne sommes pas partenaires de ces entreprises, mais si jamais elles nous contactent, on ne dirait pas non. Via Sophie, émission spéciale.